salles des marchés, pour moi, c'est Wall Street avec des gens qui ont 3 téléphones et qui font tiens, vas-y, mets-moi ça ici et ça ici. Je pense pas que ce soit ça. Un peu oui et non. En fait. Ah ouais, c'est quand même comme ça. Dans la salle que moi j'ai intégrée au tout début, on devait être 250 personnes peut-être. Moi, mon premier stage, je l'ai fait au niveau de la salle des marchés des commodities, donc tout ce qui était matières premières, métaux précieux, etc. Donc des marchés qui sont quand même extrêmement volatiles. Et je peux te dire que l'imaginaire du « Ah là là là, il se passe quelque chose, vends, achète », c'est vraiment pas un imaginaire, c'est vraiment la réalité. Le secteur immobilier est ce qu'on appelle un secteur à enjeu. Et donc, il y a aujourd'hui, côté des financiers, des enveloppes allouées justement à l'accompagnement de la transition de ce secteur-là, à l'adaptation aussi du parc immobilier pour qu'il soit plus adapté aux fortes chaleurs ou aux retraits gonflement argileux, etc. Enfin, il y a des gros sujets. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore une assez grande méconnaissance de la part des acteurs économiques, des entreprises, des collectivités, de l'existence, déjà de la cartographie de ces risques, et puis de l'existence derrière d'instruments financiers pour venir financer des gros travaux qui vont arriver sur ces parcs immobiliers, etc. Et donc, en fait, c'est là aussi, nous, on intervient chez Possible. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Avant de démarrer cet épisode, un petit mot sur notre partenaire MyTraffic. Dans le e-commerce, les marques sont ultra équipées pour analyser leurs performances avec des outils comme Google Analytics, Content Square ou Hotjar. Bref, chaque décision s'appuie sur des données. Mais dans le commerce physique, l'intuition reste trop souvent la norme. Les données sont incomplètes, floues, tardives, voire absentes. Alors qu'on parle pourtant de choix stratégiques. Implantation, expansion, performance. Avec MyTraffic, tu passes à une logique de pilotage par la donnée. Emplacement, performance, expansion, tout devient mesurable. MyTraffic, c'est le Google Analytics du monde réel. La plateforme est pensée pour les marques avec un réseau physique. Boutique, pop-up, corner. Si vous voulez, trouver l'emplacement optimal pour votre prochain point de vente. Comprendre d'où viennent vos visiteurs. Suivre vos performances et celles de tes concurrents. Estimer votre potentiel de CA par zone. En quelques clics, tu accèdes à des données fiables, précises, activables, flux piétons, zone de chalandise réelle, taux de pénétration de ta marque par ville. Vous ne décidez plus à l'instinct, vous décidez avec MyTraffic. Déjà adopté par Kabaya, Decathlon, Quick ou encore Emma, afin de les accompagner dans leur stratégie d'expansion, MyTraffic vous offre aujourd'hui une analyse gratuite sur l'adresse de votre choix. Découvrez la puissance de la donnée de flux sur mytraffic.io. Bonne écoute. Salut Céline, ça va ? Salut Maxime, ça va très bien, merci. La forme, par ce beau temps de mois de mai. Une fois n'est pas coutume à Nantes. Non, on va pas attaquer comme ça, il fait tout le temps beau à Nantes. Ouais, c'est vrai, incroyable. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. On s'était croisés à une soirée Impact France, il y a quelques semaines. On avait un peu papoté de choses et d'autres, mais de finances. Oui, exactement. Et moi, dans ma tête, je dis « Waouh, elle a l'air trop forte en finance, c'est trop cool. » Puis on a rediscuté après de finance et d'immobilier parce que c'est un peu ce qui nous concerne. Et je t'ai invité au podcast pour dire il faut que tu me racontes tout ce que tu m'as raconté avant dans un podcast qu'on enregistre et qu'on le partage un peu à d'autres personnes. Donc j'ai trop envie de parler de tout ça, de tes métiers avant, de ce que tu as fait, de ton métier de maintenant, parce que tu as monté une boîte qui s'appelle Possible. Oui. De faire le lien entre finance et immobilier, tout ça, quoi. On va essayer de comprendre un peu ce monde qui est pour moi très flou. Avant ça, j'aimerais que tu te présentes de la façon dont tu le souhaites. Qui es-tu, Céline ? D'où viens-tu ? C'est à toi. Ok, super. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, pour me présenter, donc moi, je suis Céline, j'ai 42 ans. Je suis à un moment de 2 enfants. Et au niveau de ma vie professionnelle, j'ai travaillé toute ma carrière dans le secteur de la finance, plus particulièrement
dans le marché des capitaux, donc un peu l'imaginaire qu'on a de salle des marchés. Voilà, j'ai travaillé pendant 17 ans en salle des marchés dans différentes banques pour accompagner toute une variété de clients, des entreprises, des collectivités locales, des plus petites entreprises dans des levées de fonds, trouver des financements. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisée dans la partie finance durable, donc accompagner les nouveaux enjeux en fait, du développement de nos économies, de la transition vers une économie bas carbone, de l'intégration de grands enjeux sociaux dans les financements. Et puis, comment on pouvait mettre aussi la finance un peu au service de ces grands enjeux et monter un peu en compréhension aussi au niveau des équipes financières parce que ça fait transformer un petit peu le métier. Et puis, de fil en aiguille, c'est un peu comme ça qu'est arrivée ma nouvelle envie de venir accompagner toujours ce secteur financier, mais un peu de l'extérieur. Et donc, il y a 2 ans maintenant, j'ai co-créé avec une autre personne qui s'appelle IAS, la société Possible, pour accompagner les acteurs financiers un peu dans ce cheminement, pour lever un peu les curseurs en termes de stratégie de durabilité. Et notre objectif, vraiment, c'est de créer, de structurer et d'accompagner des investissements systémiques. Donc, rehausser un peu la hauteur de vue des acteurs financiers, comprendre qu'on est désormais dans un monde avec de fortes interdépendances et qu'on ne peut plus vraiment raisonner dans nos silos et que la finance est présente dans tous les secteurs de l'économie et qu'il faut justement adopter cette vision un peu plus holistique et puis embarquer aussi avec enthousiasme pour faire évoluer nos métiers. Donc voilà, on a un peu l'impression d'inventer, ou en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice dans la création de ces nouveaux métiers. Et puis, comme tu dis, je rebondis sur nos premières discussions, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C'est aussi dans l'accompagnement qu'on peut apporter au niveau des acteurs financiers, c'est comment rendre plus accessible la finance, un peu la vulgariser. Il y a beaucoup de pédagogie financière à faire, notamment en France. On n'a pas une énorme culture financière, ça ne fait pas partie des cursus de ce qu'on apprend à l'école, etc. Même quand on fait de l'économie, faut se spécialiser pour être un peu sachant, entre guillemets, en termes de finance. Alors que n'importe qui, en tant qu'épargnant ou même en ayant un compte bancaire, finalement, on participe au système financier. Et donc, moi, ça me semble aussi, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup, de descendre un peu, d'être un peu moins dans la technique, mais plus dans le côté pédagogie et de faire comprendre qu'aujourd'hui, en tant que particulier, on a beaucoup de leviers, en fait, pour pouvoir flécher nos investissements, mieux épargner, préparer notre retraite financière en venant, participer aux grands enjeux de notre société. C'est canon. Bon, on va parler de tout ça. J'ai trop envie qu'on sorte de ça en disant « Ok, maintenant je comprends où vont mes sous quand je les dépose à la banque ou quand je ne fais je ne sais quoi. » Le point de départ, moi j'ai envie qu'on parle quelques minutes déjà du début, en tout cas de Céline jeune, quand tu es lycéenne. Tu as déjà la finance en tête, c'est quoi ton parcours j'imagine que tu fais de l'économie. Ouais, alors c'est vrai qu'au lycée, j'avais pas... Alors déjà, j'étais pas hyper bonne élève. Okay. J'étais pas hyper bonne en maths. Attends, est-ce que c'est hyper bonne élève, le côté modeste? Alors, je pense à ma femme qui dit j'étais pas très forte, j'avais 16 de moyenne ou... Non, j'avais pas 16 de moyenne. J'étais passable, quoi. J'avais entre 10 et 12. Voilà, donc c'était pas foufou quand même. Peut mieux faire, clairement. Je pense que je trouvais pas d'intérêt énorme et surtout, je pense que j'avais pas la même manière d'apprendre que ce qui était classique pour les personnes chez qui ça fonctionne bien, l'école. Donc moi, j'ai plutôt effectivement, maintenant que je suis un peu plus mature et que j'ai traversé aussi différentes expériences professionnelles, je sais que ma zone de génie, elle est plus dans la partie de transmission des émotions, de pouvoir parler devant un public, de vulgariser des choses, d'embarquer des collectifs. Et en même temps, ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Et à l'école, on t'apprend juste à, quelque part, peut-être que les choses évoluent un peu, mais quand même beaucoup, être bon en maths, quoi. Et moi, je n'étais pas bonne en maths. Donc déjà, la finance, ce n'était pas la voie de prédilection, parce que, on te dit... les maths, c'est hyper important pour l'aspect financier. Et en même temps, je pense que en arrivant à la fac, là, j'ai commencé à m'intéresser notamment à la partie économie et au marché financier. Tu fais une fac de quoi ? J'ai fait une fac éco-gestion au début pour commencer. Et puis là, j'ai eu un déclic sur la partie finance. Je me suis dit, non, mais en fait, j'aime bien la bourse, etc. J'aime bien
voir qu'il y a des implications dans tout ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, des décisions économiques, de politique monétaire, etc. Comment ça ruisselle en fait dans les marchés. Moi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe parce que j'ai envie de aussi faire de l'argent, quoi. Ouais, enfin ouais. voilà, j'avais un peu le focus de comment on fait, enfin comment on vient explorer tout ça et comment je peux devenir meilleur là-dedans pour faire mes investissements, etc. Tu te souviens du déclic ? C'est un prof, c'est un cours, écoute, c'est un... je sais pas. Je me souviens de quelque chose, c'est un peu honteux. Mais ma bande de copains d'enfance pourra s'en rappeler. Ce qui est certain, c'est que je pense que vers les 18 ou 19 ans, j'ai eu ce déclic. Et dans les chats, tu sais, c'était l'époque de Caramel, etc. Et en fait, je m'appelais petite tradeuse, en toute modestie. Ok. Donc là, j'avais quand même ce truc de... Ouais, j'aime bien les marchés financiers et je suis un peu une tradeuse, quoi. Et tu avais un peu un attrait à l'argent, ce que tu dis, c'est qu'il y avait un côté... je pense que c'était pas tellement le côté argent, mais c'était ce qui me fascinait, c'était de voir que sur des mouvements de marché, on pouvait gagner beaucoup et aussi perdre beaucoup, mais en fait, c'était ça qui m'intéressait. Okay. C'était pas tellement de dire, ouais, je vais gagner des millions, etc., mais c'était plus venir un peu comprendre les mécaniques, etc. Puis je voyais que tout le monde trouvait que c'était un peu nébuleux. Et après, ça a été un peu le fil rouge de ma carrière, mais comment... Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était de ramener ça, ramener le sens là-dedans. Le ramener à, mais en fait, c'est quoi les implications dans nos vies, etc. Et dès le début, j'ai voulu comprendre, ok, mais en fait, ça veut dire quoi quand la Banque centrale bouge un taux pourquoi ça arrive avec des conséquences chez nous, quoi. Et ça m'intéressait, de ramener un peu, et toute ma vie, à tous mes clients, j'ai toujours essayé de leur faire comprendre le lien entre ce qu'on était en train de faire, le montage aussi compliqué soit-il financièrement parlant, à quoi ça leur servait en fait et comment ils se l'appropriaient eux par rapport à leur stratégie, etc. C'est-à-dire de vraiment à pas avoir une finance du tout hors sol, mais vraiment très connectée à la réalité des économies et de ce qu'on finance en fait. Ok, ça marche. Donc ça, tu fais une fac ? Donc là, moi, j'ai fait une fac et après, j'ai fait dans quelle ville ? Je sais pas d'où tu es né. À Lyon. Okay. Ouais, t'es originaire de Lyon ou non ? Moi, je suis née à Paris, mais j'ai passé une grande partie de mon enfance et de ma jeunesse à Lyon. Okay. Donc, fac à Lyon. Et puis, après, j'ai poursuivi avec un IUP. IUP, dis-nous. Institut universitaire professionnalisant. Okay. Donc, c'était pas une école de commerce, mais c'était des enseignements qui étaient donnés moitié par des profs académiques et moitié par des professionnels. Donc, c'était 3 années en alternance. Et là, donc, cette UP, c'était banque finance et management des opérations de marché. Donc, en fait, là, assez vite, là, je savais que c'était un peu ma voie. Et à partir de là, je suis devenue major de promo sur les 2 dernières années de mes études. Donc, effectivement, j'avais un peu trouvé mon truc. Ouais, c'est toujours pareil, quand ça te plaît, tu bosses facilement dessus. Ouais, complètement. Et donc, voilà, après, ces études-là, elles étaient assez intéressantes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que... on était en alternance et donc en fait très très vite dans le monde du travail, dans des banques principalement ou des sociétés de gestion, mais moi j'ai plutôt été dans des banques à la Société Générale pour pas les nommer sur ces 2 années-là. Et puis j'ai découvert en fait là-bas les métiers de la salle des marchés et j'avais un peu une fascination pour ces métiers-là et donc cette envie d'intégrer ces équipes, etc., avec ce que je commençais à sentir qui était un peu moi mon attrait, c'est-à-dire vraiment d'être en lien avec la clientèle. Et donc à la fin de mon IUP, j'ai postulé pour intégrer la salle des marchés de la Société Générale au niveau de la vente d'une équipe pour les grands corporates du CAC 40 et j'ai été prise. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai intégré d'abord en stage et puis après voilà, ça a lancé un peu le début de ma carrière qui a toujours été sur la partie vente. Donc en fait, moi je faisais le lien entre les besoins des clients, la bonne compréhension de ce qu'ils avaient besoin, leurs risques, etc. Et puis le lien avec le trading, là pour le coup, qui était plus sur les stratégies, la couverture, etc. et qui gérait les risques et qui sont des métiers là où qui sont quand même éminemment mathématiques, etc. et où j'avais pas forcément, en fait, même pas forcément plus d'envie d'aller là-bas. C'était moins mon endroit, mais par contre, discussion intéressante avec ces gens-là pour justement faire coïncider un peu des besoins et puis pouvoir vulgariser aussi leur approche. Il va falloir que tu nous donnes des exemples. Alors déjà, moi, j'ai une première question. Moi, j'aime bien les exemples, de dire, attends, c'est qui tes clients, c'est quoi la vente, ainsi de suite.
Ça fait 2-3 fois que tu parles de salle des marchés. Ouais. Moi, j'ai tout de suite une image qui me vient en tête et je pense que tout le monde, c'est salle des marchés. Pour moi, c'est Wall Street avec des gens qui ont 3 téléphones et qui font Ouais. tiens, vas-y, mets-moi ça ici et ça ici. Mm. Je pense pas que ce soit ça. Ben, Mais- un peu oui et non. En fait. Ah ouais, C'est parce il y a que quand c'est même quand un même peu de comme ça. Donc, Ah, c'est pas. est-ce que déjà c'est une salle? Alors, c'est une vraie salle. Une salle des marchés, c'est un open space gigantesque Ok. où tu as, selon la grandeur de la banque, mais bon, à la Société Générale, dans la salle que moi j'ai intégrée au tout début, on devait être 250 personnes peut-être. Ok. Et puis, bah, tu as en fait des bureaux qui sont un peu comme des îlots par pôle, en gros, de clientèle. Et puis, tu as les îlots, les desks, comme on appelle, des traders, avec toutes leurs murs d'écran, et qui, eux, bah, voilà, gèrent toute la journée des stratégies, etc. Les premières, moi, mon premier stage, je l'ai fait au niveau de la salle des marchés des commodities, donc tout ce qui était matières premières, métaux précieux, etc. Donc des marchés qui sont quand même extrêmement volatiles. Et je peux te dire que l'imaginaire du « Ah là 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 là, il se passe quelque chose, vends, achète », c'est vraiment pas un imaginaire. Ok, c'est c'est vraiment la incroyable. réalité de quand un marché bouge énormément. C'est assez frénétique, en fait, l'ambiance d'une salle des marchés. Et je pense que c'est aussi ça qu'aiment les gens, en fait, quand ils travaillent cette matière-là et qu'ils sont à l'intérieur. C'est extrêmement vivant. Il y a énormément de bruit. Du coup, moi, je parle assez fort comme personne aussi parce qu'en fait, j'ai été habituée toute ma vie à trouver ma place dans une salle où il y avait beaucoup de bruit, en fait. Donc, voilà, ça Et alors, induit un peu et alors, ça. attends, comment ça marche? Donc, il y a les traders. Ouais, C'est un peu les stars, les traders? c'est un peu les stars. Ouais, ok. Ils ont leurs écrans, ils voient des flux et ainsi de suite. Je sais pas Ouais. qu'est-ce qu'ils En font. fait, ils Et voient le après- marché, ils voient d'un côté leur position, c'est-à-dire si je suis par exemple Et un on prend un- trader un sur de exemple. l'or, Ok. ils voient son stock d'or, ce qu'il a acheté, et puis il y a aussi les flux de comment il circule cet or, à quel endroit il est, etc. Et puis après, il va suivre aussi le marché. Donc en fait, dans le marché, il y a évidemment des news concernant, des informations concernant son marché, à proprement parler, l'or, les mines, etc. Et puis il va aussi suivre plus globalement le marché d'un point de vue global, macro, quoi. Les mouvements économiques, les décisions de politique monétaire aux États-Unis, en Europe, etc. Parce qu'en fait, tout est interconnecté sur les Ouais. marchés. Et donc, une décision politique ou une annonce d'un président américain va faire beaucoup stresser le marché. Ça, c'est, par exemple, l'or, c'est vraiment un actif, je dirais, de rééquilibrage de marché, un peu un actif qui va venir vraiment prendre de la valeur quand il y a des stress dans le marché, parce que c'est ce qu'on appelle une valeur refuge, et à contrario, qui va peut-être être plus délaissé quand il se passe un marché un peu plus calme, où on va aller chercher de la performance ailleurs, et on est un peu plus serein sur la visibilité des autres classes d'actifs. Voilà. Et donc, en fait, ils ont besoin à la fois de suivre leur classe d'actifs propres, donc vraiment les particularités du marché des métaux précieux, par exemple, et puis d'un autre côté, suivre le marché avec une vision un peu plus globale pour aussi à savoir anticiper un peu ce qui peut éventuellement se passer, et puis après gérer leurs limites aussi, parce que évidemment les gens en salle des marchés ne sont pas des grands malades, donc en fait on a plein de règles à suivre, des limites sur lesquelles on a le droit de prendre des positions, de gérer des risques, etc. Et donc voilà, Ok. ils doivent monitorer un petit peu tout ça. Donc, je me mets à la place d'un trader. Admettons, on a pris l'exemple de l'or. Voilà, j'ai mon sujet de l'or, c'est mon truc. Je sais que demain à 14h, il y a une réunion entre le président américain et je ne sais qui. Et il va faire un discours sur je sais pas quoi qui pourrait faire bouger ça. Ouais. Donc, moi, il faut que j'anticipe. Ouais. Et Donc, il faut que Et tu qu'est-ce que je fais? anticipes. Donc, en fait, ce que tu fais, en règle générale, déjà, c'est que ils vont parler dans le marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chats, de chats et de messagerie un peu de manière un peu formelle ou informelle, mais d'avant-news, de comment les gens sentent, les gens qui sont aux États-Unis. Ah ouais, on a entendu ça, il y a eu une petite fuite ou on a eu cette info. Enfin, pas forcément une fuite au sens des initiés, rien à voir, mais en tout cas, on sent qu'il y a ça qui se passe. Il pourrait y avoir ce type d'annonce, etc. Et puis après, c'est selon le ressenti aussi de la personne, comment je décide de me positionner. Est-ce que je prends un petit peu d'avance et je décide d'avoir déjà une position, par exemple, à l'achat, si je pense que ça va monter, je préfère l'acheter avec un prix un peu moins cher et puis que je le revendrai si la hausse se matérialise réellement. Enfin voilà, c'est un peu, tout de suite, c'est une question aussi d'anticipation et de respect des limites. Donc c'est des métiers qui, mine de rien, sont à la fois extrêmement calibrés sur des modèles mathématiques qui répliquent aussi beaucoup des performances passées, etc., mais aussi assez intuitifs, en fait, et qui nécessitent d'être vraiment très connectés à ce qui se passe dans le temps réel. Ok. Et l'argent qui va être investi par ces traders, Ouais, c'est là où il y avait ton métier. ouais.
toi, sur la côté vente, de dire, Alors, OK, en fait, là, il va se passer ça. nous, voilà, on allait pouvoir, côté vente, on est plus sur la traduction de vues pour des investisseurs, par exemple, qui voudraient se positionner sur l'or ou qui voudraient se couvrir sur l'or parce qu'en fait, ils ont eux-mêmes des intérêts à venir couvrir une partie de leur or contre des hausses ou des baisses de prix selon leur position. C'est plus palpable là comme exemple, par exemple, sur le marché des devises, qui est un métier après que j'ai fait aussi, d'accompagner des grandes entreprises qui ont des flux en dollars. Par exemple, voilà, je vends beaucoup aux États-Unis, donc en fait, je vais recevoir des dollars, mais moi, ma comptabilité, elle est en euros. Donc, j'ai pas vocation à la fin de l'année à avoir encore des dollars. Il faut bien qu'en tant qu'entreprise, pour avoir une visibilité sur mes flux financiers, etc., je vienne couvrir le risque de volatilité qu'induit une variation de l'euro-dollar dans mes comptes par rapport au prix où j'ai vendu et ce que j'ai budgété. Et en fait, ça, il n'y a pas de miracle, il faut le couvrir, en fait. Et donc, on a des gens comme voilà, des vendeurs en salle des marchés, comme ce que j'ai pu faire pas mal de temps, qui sont là pour déjà donner beaucoup d'anticipation de comment on voit évoluer l'euro-dollar, quel est le meilleur moment de se couvrir, et puis prendre une partie de couverture de manière ferme, et puis peut-être des couvertures de manière un peu plus optionnelle pour gérer aussi, du point de vue de l'entreprise, les risques au mieux. Puis ça, c'est des stratégies assez simples, mais ça va sur des choses extrêmement complexes. Quand on a des entreprises qui envisagent de racheter d'autres entreprises, peut-être en dehors de leur zone géographique, donc une entreprise européenne qui voudrait acheter une entreprise américaine, par exemple, elle va avoir un très très gros montant à débourser d'achat en dollars. Et là, en fait, on a une couverture potentielle, mais si la vente ne se fait pas ou l'achat ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe? Je me serais couvert pour peut-être 100 millions d'euros que je ne vais pas débourser. Et donc, en fait, on va créer, parce que la finance est quand même assez créative et assez innovante, on va créer des instruments qui sont des instruments contingents à la survenance d'un événement. Donc, en fait, tu es couvert si c'est le cas où ça se matérialise. Et si jamais tu n'achètes pas l'entreprise, eh bien, en fait, tu auras payé une prime d'assurance, mais qui est réduite et voilà, la couverture disparaît et tu portes pas 10 millions de dollars dans ton bilan alors qu'en fait, tu n'as acheté personne, quoi. OK. Donc, Alors, voilà. La couverture, Ouais. c'est une forme d'assurance, c'est ça? Ouais, exactement. La couverture, on peut vraiment l'assimiler à une forme d'assurance. Donc, les couvertures, c'est très simple, hein. En fait, aujourd'hui, dans le système financier, tu peux couvrir des risques de change pour t'assurer contre la variation à la hausse ou à la baisse d'une variation du cours de change et qui irait à l'encontre de tes intérêts. Et puis, les couvertures, on peut aussi les intuiter du point de vue du taux. En fait, nous, en France, on est habitués en tant qu'emprunteur particulier à avoir des crédits à taux fixe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à travailler avec des grandes entreprises, elles ont des besoins de financement qui sont souvent relativement importants. Les banques, elles ne leur prêtent pas tout le montant. Souvent, on a des pools bancaires. Donc, en fait, plusieurs banques se mettent autour de la table pour prêter une enveloppe un peu plus importante auprès des entreprises ou des collectivités locales ou des régions, enfin peu importe en fait quel est l'acteur qu'on finance. Et en fait, les banques, elles ne se mettent jamais d'accord sur un taux fixe. En règle générale, elles se mettent d'accord sur un taux variable. Et donc, Pour réduire le risque, globalement. En fait, pour réduire le risque, et puis parce qu'en fait, une banque, quand elle se refinance sur le marché, le marché est à taux variable. Et donc, parce qu'après, chaque banque n'a pas le même profil de risque. Donc, chaque banque ne se refinance pas au même niveau. Donc, en fait, elles n'ont pas un taux fixe en refinancement. Elles ont un taux variable et c'est plus facile pour elles de se mettre d'accord autour d'un taux variable parce que justement, elles ne se cristallisent pas sur un taux fixe qui ne leur correspondrait pas. Attends, parce que comment elles se financent, les banques? Les banques, la plupart du temps, elles se financent en gros en émettant des obligations sur le marché. C'est comme ça qu'elles se financent. Je veux bien que tu parles un tout petit peu plus dans le micro. Ah, pardon. Voilà, pour se financer, un acteur économique, une banque, mais même une entreprise, hein, quand elles ont des très très gros besoins, on ne peut pas se financer, on va se financer sur le marché. Donc, on va aller émettre des obligations sur le marché obligataire pour lever de l'argent. Donc ça, les entreprises, les très grandes entreprises utilisent beaucoup ce mécanisme, beaucoup plus d'ailleurs... de plus en plus, et puis on va revenir sur la matière qui nous intéresse sur la partie transition et durabilité, parce qu'en fait, il y a un marché en Europe qui est assez profond sur les obligations durables, notamment, pour venir financer des projets fléchés nominativement vers la transition bas carbone, par exemple. Et puis après, les banques, elles créent de la monnaie aussi, hein. Enfin, les banques, dans le système européen, elles ont cette faculté de pouvoir créer de la monnaie, et donc, en octroyant des financements aux acteurs économiques, elles créent en fait de l'argent à partir de rien.
C'est un de leurs rôles d'être ce tiers de confiance sur les échanges et puis de création monétaire dans des proportions effectivement qui sont contrôlées par le système financier et la banque centrale. Et quand tu dis que les banques ont un taux variable, ça veut dire quoi ? Ouais. En fait, les banques, elles, ce qu'elles peuvent intuiter, c'est un niveau de refinancement, c'est-à-dire un niveau auquel le prix de l'argent, quelque part, sur différentes maturités, sur différentes échéances de temps, c'est un taux qui est guidé par ce qu'on appelle un taux interbancaire, qui s'appelle l'Euribor. Okay. Donc là, je vais perdre tout le monde. Et en fait, ce taux interbancaire, c'est le taux de l'échange de l'argent entre les banques. Et c'est un taux qui fluctue, c'est un taux variable. Et donc, en fait, c'est la base du marché fonctionne sur ce taux variable. On ne fonctionne pas sur un taux fixe. On a une idée du niveau de l'Euribor en taux fixe, en contrepartie fixe, mais dans le temps, les Euribor, ils ont extrêmement changé, en fait. Enfin, quand tu as un marché dans lequel il y a un grippage où il n'y a pas tellement de confiance, les taux vont exploser. Ils vont passer 5-6%, comme ce qu'on a pu avoir, par exemple, pendant la crise des subprimes, où on ne savait pas trop quels étaient les risques portés par toutes les banques. Et donc là, on a eu des taux de refinancement interbancaire qui étaient extrêmement élevés et où la Banque centrale a dû jouer un rôle de tampon, d'ailleurs, pour pouvoir fluidifier un peu les échanges. Et puis, il y a des moments où le marché a pléthore de liquidités, souvent parce que la Banque centrale, elle aussi, injecte des liquidités dans le marché pour faire baisser les taux. Bon, là, on commence à rentrer dans des choses un peu plus compliquées, mais on peut avoir des Euribor qui sont extrêmement faibles. Et donc, en fait, la banque, elle est confortable à être indexée à ces taux-là et à ne pas, justement, gérer ce risque de taux de manière embarquée chez elle. Donc, quelque part, quand elle se met d'accord sur un taux variable avec d'autres banques à destination d'un client, elle bascule le risque du côté du client. Parce que le client, lui, quand il l'emprunte sur 15 ans, par exemple, j'ai un projet immobilier à financer sur 15 ans, je vais emprunter de l'argent. Moi, je n'ai pas envie de subir la variation des taux pendant 15 ans. Et c'est là où la fameuse couverture vient rentrer en ligne de compte. Eh bien, elle va te permettre d'avoir effectivement la transformation, par exemple, de ton taux variable en un taux fixe. Ça s'appelle un swap de taux. On vient échanger un taux variable contre un taux fixe sur une durée de temps avec des fréquences déterminées d'avance. Et plus rien n'est incertain, tu as transformé ton taux variable en un taux fixe. Voilà. Ça, magnifique. Par exemple, c'est une opération de marché qui s'appelle un swap de taux. Ok, bon, j'espère que les gens qui nous écoutent, on suit. C'est hyper intéressant. Franchement, ça mérite d'être creusé encore et encore, mais ça marche. Ça c'est ton métier. Donc, tu as parlé de Société Générale. Ouais. C'est ton boulot pendant 15 ans, c'est ça que tu non, dis, alors, j'ai travaillé dans différentes banques, mais oui, j'ai travaillé sur des desks plutôt de couverture, donc couverture de change, couverture de taux, montage aussi de financement structuré. Donc là, plutôt à destination de collectivités locales. C'est un métier que j'ai longtemps fait, notamment au sein d'une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel Arkea. Et là où on accompagnait plus des acteurs du secteur public ou parapublic, comme des collectivités, des régions, des bailleurs sociaux, à venir financer des gros projets donc qui nécessitaient des montants très importants de financement et dans lequel on venait aussi gérer les couvertures de taux, etc. Et en fait, on faisait des montages de financement structuré ou des partenariats publics-privés, par exemple le stade Vélodrome de Marseille, voilà, des choses comme ça, tu l'as fait qu'il faut bien financer et sur lesquels il y a des enjeux de couverture de taux, des enjeux de lisibilité pour que le modèle puisse tourner et puis puisse boucler financièrement. Sur les logements sociaux, il y a vraiment des sujets de soutenabilité de ce modèle-là. Donc, en fait, c'est des emprunts qui sont très, très, très longs, à échelle 40-50 ans, et sur lesquels il y a aussi des enjeux de couvrir les taux pour maintenir des loyers bas. Donc là, il y a un lien aussi très direct avec le projet, ce qu'on finance, etc. Et puis, en fait, ce qui est intéressant dans la finance, c'est que tous ces enjeux, c'est la vie réelle dans laquelle on vit, en fait. Donc, il y a comment on peut faire des partenariats avec des acteurs comme la Banque européenne d'investissement qui, elle, finance la transition ou l'émergence d'acteurs de l'innovation ou d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ou des acteurs qui sont, qui portent des projets éminemment sociaux ou environnementaux. Donc, typiquement, on va faire des partenariats pour venir financer le secteur de la santé publique en France et on va avoir des grosses enveloppes en partenariat avec la BEI où on va justement
pouvoir aller monter des financements un peu plus structurés, mais sur des projets fléchés. Ok. Et c'est là où, effectivement, le sujet de l'immobilier peut être très intéressant à venir explorer, parce que l'immobilier, et notamment l'immobilier durable, est un secteur à enjeu aujourd'hui par rapport aux enjeux de transition bas carbone, à l'ère, je dirais, de changement dans laquelle on est sur le fait de réussir à contenir les émissions de gaz à effet de serre, les faire baisser, adapter aussi le parc immobilier à des températures plus élevées, comprendre quels sont les risques qui sont portés dans les actifs physiques immobiliers. Et en fait, ça, c'est des gros enjeux. Donc, le secteur immobilier est ce qu'on appelle un secteur à enjeu. Et donc, il y a aujourd'hui, côté des financiers, des enveloppes allouées justement à l'accompagnement de la transition de ce secteur-là, à l'adaptation aussi du parc immobilier pour qu'il soit plus adapté aux fortes chaleurs ou au retrait gonflement argileux, etc. Enfin, il y a des gros sujets. Et en fait, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore une assez grande méconnaissance de la part des acteurs économiques, des entreprises, des collectivités, de l'existence, déjà de la cartographie de ces risques, et puis de l'existence derrière d'instruments financiers pour venir financer des gros travaux qui vont arriver sur ces parcs immobiliers, etc. Et donc, en fait, c'est là aussi, nous, on intervient chez Possible, c'est qu'on aide d'un côté les acteurs financiers à créer ces enveloppes, à structurer des programmes d'investissement ou de financement avec de l'impact ou bien ciblés sur certains enjeux sociaux, par exemple, ou certains enjeux environnementaux. Et puis de l'autre côté aussi, à faire le pont avec des organisations qui elles-mêmes sont en train de se transformer vers des nouveaux modèles plus circulaires, moins impactants, et donc à essayer de faire en sorte que ces deux mondes se parlent aussi. Ok. Moi, j'aime bien les exemples. Alors, Ouais. Avant de parler de cette partie transition qui est hyper intéressante et sur laquelle on va discuter après, bailleur social, par exemple. Donc, Ouais. tu parlais de financement des bailleurs sociaux. Je suis un bailleur social. Je suis Paris Habitat, admettons. Ouais. Voilà, peut-être un des plus gros bailleurs sociaux de France. Donc, toi, tu travailles avec eux sur, je sais pas, j'ai dans les 10 ans à venir un plan de rénovation, construction d'immeubles et ainsi de suite. J'ai besoin de, je sais pas c'est quoi les sommes, de plusieurs dizaines de millions là-dessus. Probablement. Toi, tu es l'interlocutrice. Nous, donc ça, c'est un métier que j'ai eu à un moment donné dans la banque, c'était de dire, donc moi, j'étais pas conseil de Paris Habitat, j'étais plutôt au sein de la banque, l'interlocuteur un peu dédié à ces sujets de comment je peux financer des gros enjeux de transformation environnementaux, par exemple, ou sociaux. Les bailleurs sociaux, c'est un super exemple parce qu'en fait, ils cochent 2 cases, c'est-à-dire qu'ils ont, par définition, intrinsèquement une mission sociale, et en plus, la matière qu'ils touchent, c'est de l'immobilier, et donc c'est aussi un secteur à enjeu. Et donc effectivement, dans un secteur comme celui-ci, déjà il y a un enjeu de compréhension des risques, c'est-à-dire comprendre quels sont les risques physiques que je porte. Où sont mes immeubles? Est-ce qu'ils sont dans des zones à risque? Combien ça me coûte simuler ce coût, en fait, de quel est mon risque et comment je l'intègre dans mon business model, dans mon business plan sur les flux financiers, etc. Et puis ensuite, comment je m'adapte, en fait, aussi. Parce qu'il y a un moment donné, il va bien falloir avoir un peu plus de résilience dans nos actifs. Et comment je m'adapte. Et là, finalement, ça fait le lien avec la banque parce que la banque, en finançant, elle porte aussi des risques sur les actifs qu'elle finance et elle a tout intérêt à faire en sorte, tu vois, qu'il y ait un peu un cercle vertueux, que ces actifs s'améliorent ou en tout cas aient intégré les risques physiques qui peuvent venir, les risques de transition, et puis l'adaptation aussi de tous ces actifs au réchauffement climatique typiquement. Ouais, parce que le risque, ouais. il est principalement financier, c'est de se dire, ok, si je construis des immeubles ici, mais qu'en fait, j'en sais rien, ils sont invivables parce qu'il fait trop chaud ou parce qu'il y a des risques d'inondation forts, parce qu'il va y avoir des crues, et ainsi de suite. Ouais. Derrière, je ne vais pas être remboursé parce que le bailleur va pas avoir ses loyers. Ou je ne sais ouais, pas. Exactement. En fait, tu as un risque financier. Donc ça, c'est vraiment le premier risque auquel on pense quand on pense risque, nouveaux enjeux de durabilité, sociaux, écologiques, etc. C'est vraiment le risque financier. Donc ce qu'on appelle en simple matérialité, vraiment, qu'est-ce que je peux perdre en fait si cet actif demain n'existe plus ou a été fortement détérioré, n'est plus assurable, etc. Et puis après, on a
une analyse en ce qu'on appelle en double matérialité, qui est d'aller au-delà de simplement des risques financiers, mais aussi les risques, les impacts et les opportunités que peuvent porter les actifs dans le cadre de la transition. Et donc là, on est plus sur un risque, le risque financier est plutôt un risque de qu'est-ce que j'ai à perdre si le risque survient sur moi? Et l'autre risque, en fait, c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce que moi, je fais perdre à la nature, en fait? Quelles sont les externalités négatives que j'ai et comment ce risque-là aussi, je le prends en compte, en fait. Et ça peut être un risque négatif, ça peut être un risque positif. T'as des exemples pour te donner un exemple, ça va être typiquement un actif immobilier, il va avoir son risque physique par sa localisation, son risque face aux grosses températures, etc. Et puis, il va aussi avoir potentiellement des impacts. Et les impacts, ça va être par exemple comment il peut générer des externalités positives par rapport à la localité où il est, par rapport aux services qu'il peut proposer annexes, et en fait d'élargir un peu la vue à l'écosystème dans lequel il se situe et toutes les fonctions qu'il pourrait apporter de plus que simplement être un immeuble pour pouvoir justement avoir plutôt une logique de contribution et de co-bénéfice par rapport à sa localité. Et donc là, on va commencer à avoir des impacts potentiellement positifs. Et puis, on peut aussi avoir des impacts très négatifs qui sont, en termes d'impact, l'artificialisation des sols. Quand je construis un immeuble, clairement, je prends une place de la nature si cet immeuble n'existait pas avant. Et ça, c'est pas un risque financier. C'est simplement, j'ai un impact parce que j'ai construit cet immeuble. Donc ça, ce risque vient de moi parce que je fais l'activité que j'ai en tant que constructeur immobilier. Je prends de la place sur la nature. Et donc, en fait, c'est comment j'appréhende ce double niveau de risque. D'un côté, les risques qui peuvent venir à moi de l'extérieur, les risques financiers, et puis moi, quel impact j'ai et comment je peux aussi essayer de générer le plus d'impact positif et limiter les impacts négatifs au maximum. Ok. Et ce qui est intéressant, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai envie de dire un bailleur social localement, alors en interne, effectivement, il y a des équipes qui peuvent être motivées si on prend le sujet des zones artificielles. Ouais. Ils sont engagés sur le sujet, mais en fait, ils sont engagés sur le sujet. Bon, peut-être parce que les équipes sont intéressées sur le sujet, mais parce que aussi, en fait, au-dessus d'elles, il y a des banques qui vont financer les projets si ils travaillent vraiment là-dessus. Ouais. Et la banque, elle finance ça parce que l'Union européenne a fléché les investissements sur des sujets comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe Oui, c'est pas... Parce que c'est quand même des sujets, c'est quand même des sujets publics, collectifs. C'est-à-dire que complètement. moi, en tant que bailleur social ou en promoteur, je veux dire, c'est pas moi... bailleur social qui va sauver le monde là-dessus. Donc, tu vois, comment ça se... en fait, il y a quand même aujourd'hui, sur ces sujets de transition, etc., la conscience que de plus en plus, chacun doit faire en fait sa part quand même, et que c'est dans une logique peut-être un peu plus d'écosystème ou de territoire que les choses peuvent changer. Les banques, elles ont un double intérêt à le faire. C'est pas seulement quelque chose de descendant, mais c'est par une autorité européenne, par exemple, ou autre. Mais c'est aussi qu'elles-mêmes, à leur propre niveau, elles ont de plus en plus conscience des risques qu'elles portent. Il y a certaines études qui sortent, notamment des études du Shift Project, par exemple, sur la partie décarbonation, sur les risques d'inassurabilité. Il faut avoir conscience aujourd'hui qu'en termes d'assurance, on est déjà dans un système qui est en déficit. En gros, les primes collectées ne suffisent pas à faire face aux sinistres avérés. Et c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas depuis plusieurs années, en fait. Et en Californie, il n'y a pas eu ce sujet-là. Et alors, si on regarde, effectivement, si on regarde des zones qui ne sont pas celles de l'Europe ou de la France, mais plutôt outre-Atlantique, là, on est clairement, on n'est même plus dans un système en crise, on est clairement dans des zones qui sont inassurables d'ores et déjà, et où, en fait, à mesure qu'on réfléchit, alors le marché américain est un peu différent du marché français, mais en France, un bien qui n'est pas assurable, c'est un bien qui n'est pas finançable. Donc, en fait,
fait, ça induit des gros risques sur le secteur financier, des risques vraiment systémiques d'un effet boule de neige. Donc, il y a vraiment aujourd'hui cette nécessité urgente dans les secteurs financiers, dans les métiers financiers, de mieux considérer les risques de durabilité, de les intégrer et d'accompagner aussi la meilleure compréhension des clients au final sur la prise en compte de ces risques et les accompagner dans le financement de la robustesse de leur modèle face à ces risques. C'est déjà le cas aujourd'hui. Enfin, si on se dit, je sais pas, il y a une zone avec des risques d'incendie très très forts, il y a déjà des banques et des assurances qui ont dit ici, on n'y va pas. Ouais, je crois je crois que aux États-Unis, c'est sûr que oui. En France, je sais que certaines communes ont du mal, donc au niveau collectivité, pour des risques justement notamment de présence, de localité en fait, et de trop forte présence de risques physiques potentiels. Il y a déjà des collectivités qui n'arrivent plus à s'assurer sur leur territoire en fait et sur leur projet. Donc ça commence à poser une question. Je pense que sur les particuliers, c'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est clairement des choses qui pourraient arriver. Donc oui, il y a un fort enjeu, notamment, pour ne pas augmenter encore les écarts, parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est toujours une augmentation des inégalités. Les personnes qui pourront demain financer et supporter des primes plus chères ou des assurances plus chères, elles le feront. Mais ce n'est pas celles qui sont les plus vulnérables et pas les plus exposées non plus. Donc il y a quand même un enjeu aujourd'hui assez fort à ce que le secteur embarque financièrement le sujet et accompagne aussi la montée en compréhension et de manière vertueuse en fait, parce que souvent, c'est vrai qu'un des écueils, parce que ces sujets ne sortent pas du chapeau, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'on est en train de franchir des limites planétaires et que on a des enjeux sur la soutenabilité de nos modèles, en fait. Mais c'est vrai que c'est beaucoup arrivé par la règle. Et donc, la règle, ça ne fait pas rêver. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que on commence quand même à voir que, en fait, ça va être les nouvelles règles du jeu, et pas seulement réglementaires, parce que ces contraintes physiques vont s'imposer à nous, tout simplement. Et donc là, il y a quand même une matière aussi, moi, je trouve, enthousiasmante pour venir réinventer un peu des nouveaux modèles, réfléchir à la meilleure manière de se rendre robuste quand on est une entreprise par rapport à l'adaptation au changement climatique, et comment on peut aussi un peu mieux innover, coopérer au sein de ces écosystèmes. Je trouve qu'on revient beaucoup dans toutes ces pensées-là et ces concepts-là, mais qui commencent un peu à prendre corps quand même dans certains projets, à des notions beaucoup plus territoriales et de co-bénéfices. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément ce que je sens, c'est que le métier des financiers est en train de s'élargir en réalité, parce que ils apportent un capital financier, mais on commence à réfléchir aux autres capitaux en fait, et à ce qu'on peut apporter de plus en termes d'écosystème, en termes de services, en termes d'innovation, etc. Et en fait, il y a un peu un côté hub serviciel, ou en tout cas garant à la fois d'une enveloppe financière, mais aussi extra-financière, avec tout ce que ça implique en termes de compréhension et de montée en compréhension des praticiens financiers. Je me fais un peu l'avocat du diable, ouais. mais alors tu vois, sur les risques immobiliers, à la limite je peux les comprendre. J'ai toujours un peu en tête ce truc de financier, un peu de retour sur investissement, et dire ok, là je prends le risque. Sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes, un sujet de biodiversité par exemple, il n'y a pas de retour sur investissement financier direct, tu vois. Comment tu fais pour les embarquer sur des sujets comme ça, de dire il y a des espèces protégées ou il y a des choses à redévelopper, ainsi de suite. Comment les banques elles peuvent Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est en fait, je pense que une des problématiques, c'est qu'on a tout siloté parce que c'était beaucoup plus simple pour aborder des fonctionnements très complexes de nos économies, avoir des spécialités dans nos métiers, dans nos industries et dans la finance. C'est exactement ce qui se passe. On a des équipes qui vont financer les petites entreprises, on a des équipes qui financent les artisans, on a des équipes qui financent les grandes entreprises, on a des équipes qui financent les associations, on a des équipes qui financent les collectivités locales. Et en fait, ce qui manque, c'est la vision globale, mais pas la vision globale stratégique. C'est comment demain,
pour justement réussir à financer des endroits qui ne sont pas rentables et qui ne le seront pas, mais d'un point de vue financier, mais qui, d'un point de vue écosystémique, sont des nœuds absolument essentiels pour que cet écosystème, lui, puisse être en bonne santé, être résilient et apporter de la robustesse à tous les autres points du système. Et donc, en fait, ça, c'est vrai que c'est souvent des endroits où il y a de la philanthropie, ou des endroits où il y a des associations, où on attend moins de retour sur investissement. Et en fait, je pense que une des évolutions souhaitables du secteur financier, c'est de réussir un peu à casser les silos d'analyse des projets et de dire demain, en fait, quand on financera une entreprise, on financera pas une entreprise, on financera un bout d'un système, et il faut avoir compris ce système-là d'un point de vue holistique et se dire que demain, des portefeuilles de risques bancaires seront probablement gérés d'un point de vue global. Donc, on répartira des risques entre différents systèmes, et ça, c'est une manière de voir les choses qui est plus robuste que de siloter les activités et de dire, moi, sur l'activité grand corporate, il me faut X% de rentabilité, et puis sur la partie start-up, il me faut beaucoup plus de rentabilité parce que c'est très, très risqué, et sur la partie philanthropie, je suis OK d'avoir plutôt une approche où j'attends rien, si ce n'est d'accompagner des projets qui font du sens par rapport à mon narratif marketing. Ok. Donc, en fait, moi, ce qui me rend, je dirais, assez enthousiaste sur le sujet, c'est que tout est là. En fait, une banque, elle sait analyser tous ces points. C'est juste, en fait, aujourd'hui, elle ne se coordonne pas pour le faire. Et c'est vrai pour une banque, qui est le secteur que je connais mieux, mais je pense que c'est vrai pour plein de choses, en fait, pour plein d'endroits. C'est-à-dire qu'on a été mal formaté, mais nous, et depuis la révolution industrielle presque, à justement simplifier les choses et mettre les choses dans des cases, à siloter extrêmement les activités. Et en fait, ce qu'il faut qu'on apprenne dans le cadre de cette révolution-là qui est à l'œuvre, c'est à recoopérer ensemble, à réimaginer des manières de travailler qui soient beaucoup plus coopératives, en gardant chacun des singularités et un peu de compétition. Mais il y a une nécessité vitale pour le tout, de beaucoup mieux se coordonner et coopérer. Et ça, c'est intéressant financièrement à aller explorer, je trouve. Et est-ce que finalement, tu parles un peu de marketing, alors je ne sais pas si c'est du marketing ou du bon sens, ce genre de choses, mais tu vois l'émergence un peu des banques, je ne sais pas si on appelle ça des néobanques ou que ça. En tout cas, moi, je pense à la banque coopérative, je pense à la Nef, tu vois, que je remercie parce que c'est notre banque et ils nous prêtent de l'argent, c'est très cool. Est-ce que les banques traditionnelles, on va dire, voient ces banques-là se développer, croître, et aussi se dire, mince, en fait, on est en train de perdre des clients, on est en train de perdre des choses, et en fait, il faut y aller parce que en fait, tout va vers là, il faut aussi que nous, on se modifie. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi ou... Alors, écoute, je pense qu'aujourd'hui, les néo-acteurs verts, qui sont, qui ont une ligne de conduite extrêmement radicale et très fléchée sur des projets verts, etc. Et ça, c'est super que ces acteurs-là émergent. D'ailleurs, radical n'est pas forcément le bon mot, en fait. C'est vraiment d'avoir cette pureté, je veux dire, en disant, en fait, il y a des gens qui souhaitent vraiment ne financer aucun projet d'énergie fossile, par exemple. Et pour ces gens-là, il y a un marché et il faut répondre à cette demande-là. Et puis, c'est aussi les convictions qu'on porte. Notamment, c'est pas mal plutôt des jeunes, en fait, qui montent ces initiatives-là. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, par rapport au montant, ça fasse encore peur. C'est minuscule. Pour autant, ça dit quand même quelque chose. Ça dit quelque chose parce que, mine de rien, ils avancent super vite. Ils créent des produits qui sont assez intéressants et ils arrivent à montrer qu'un produit pur, c'est-à-dire très focalisé sur un sujet sur lequel on fait vraiment totalement de l'exclusion, par exemple du fossile, où on va investir dans une méthodologie très axée sur la décarbonation. On finance que des acteurs sur lesquels on a validé les plans de décarbonation, etc., etc. La croyance dans le secteur financier, c'est qu'il n'y a pas de marché pour ça, que ça ne correspond pas aux besoins, etc. Moi, je pense que quand même, il y a une montée en compréhension du grand public sur ces enjeux-là et qu'il faut savoir aussi l'écouter et s'adapter. Et je pense qu'il y a aussi, quelque part, là, à trouver
un tempo aussi avec ces nouveaux acteurs qui montrent des choses sur lesquelles il peut y avoir des collaborations à faire. Enfin, moi, je trouve que sur la partie financière, en tout cas, c'est assez intéressant de voir comment émergent ces nouveaux acteurs, quelles sont leurs pratiques aussi. Parce qu'en fait, on est sur des manières de faire, je trouve, qui, d'un point de vue système, sont très basées sur la communauté, etc. Et quelque part, c'est assez... c'est fou de voir comment, chez des acteurs comme, par exemple, Helios ou Goodvest, là, qui proposent des assurances-vie durables, etc., finalement, leurs produits, ils sont prévendus avant même qu'ils les lancent. Parce qu'en fait, ils ont cette logique de pragmatisme, en fait, dans la création des offres et de dire, en fait, moi, cette offre, je vais la lancer si elle correspond à un besoin de ma communauté. Donc, je vais déjà interroger ma communauté. Alors, ils sont petits, ils peuvent le faire, etc. Mais je trouve que quand même, en termes d'innovation, c'est assez intéressant pour des bacs à sable bancaires, en fait. De dire, OK, comment moi aussi, de manière prospective, avec qui je suis en tant qu'acteur, et ce que j'ai envie de faire, parce qu'après, chacun va un peu trouver là-dedans sa manière de faire et sa manière d'être. Mais moi, si je suis une banque territoriale sur un territoire, voilà, avec, par exemple, des caisses régionales, etc., mutualistes, j'ai peut-être une manière singulière de m'approprier ces sujets-là, qui ne sera pas la même qu'un acteur national et qui ne sera encore pas la même qu'une banque en ligne. Mais tous ont quand même, je pense aujourd'hui, cette responsabilité, je dirais presque, de s'emparer de ces sujets-là et de les amener aussi au grand public. Parce qu'en fait, moi, l'argument qui est de dire, mais il n'y a pas il n'y a pas de marché pour ça, ou ce que je réponds à ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de marché parce que personne n'est à l'aise au sein des banques pour expliquer ce marché aux clients. Et donc, en fait, on peut pas, il y a quelque chose dans le système qui bloque, en fait. On ne peut pas, il faut faire monter en compréhension aussi les gens. Je ne sais pas si tu as déjà été dans ta banque demander si tu pouvais investir dans des produits durables, etc. Mais c'est assez rare que tu tombes sur d'une information de très grande qualité. Alors LDD, c'est ça? Il y a un livret il y a des livrets, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on a... Ça se limite à peu près à ça, quoi. Alors, il y a des livrets qui sont fléchés. Et en fait, non, ça ne se limite pas à ça. Aujourd'hui, il y a des labels, il y a des réglementations financières qui permettent de bien pouvoir réussir à flécher les produits et à savoir ce qui est à l'intérieur. Mais elles sont tellement compliquées, ces réglementations, qu'il faut limite être sachant et avoir fait 15 ans de finance pour réussir à les comprendre. Et c'est là aussi un petit peu le problème, c'est que tu as une réglementation comme la taxonomie européenne qui va être un peu un dictionnaire partagé au niveau des pays de la zone euro sur, OK, qu'est-ce qu'est une activité durable d'un point de vue environnemental? Donc, on s'est mis d'accord sur quelles sont les activités durables. L'immobilier en fait partie, par exemple. OK, à l'intérieur, cette taxonomie, elle donne comme un cahier des charges. Donc, en fait, elle rentre un peu plus dans le détail. OK, particulièrement dans les activités immobilières, tu as les activités de construction, tu as les activités de rénovation, tu as les activités de promotion. OK. Alors, attends, explique-nous, pardon, je te coupe, mais qu'est-ce que ça veut dire la taxonomie européenne? Donc, c'est l'Union européenne qui a dit... L'Union européenne qui a écrit un texte qui est un DICO, en gros. La taxonomie européenne, c'est vraiment le dictionnaire qui explique quelles sont les activités économiques qui sont considérées comme étant durables d'un point de vue environnemental en Europe. Et donc, il n'y a pas de questionnement à avoir. Si le secteur d'activité est intégré dans la taxonomie, alors oui, c'est une activité qui est durable au sens environnemental. Attention. Elle flèche des taux... à ce stade, on flèche rien. À ce stade, on définit. Et puis ensuite, il y a des critères dans chacune des activités. Tu peux très bien être un acteur de l'immobilier qui fait de la rénovation. Donc, tu es éligible à la taxonomie, parce que ton activité est éligible, mais tu peux faire les choses soit très très bien, soit très très mal. On est d'accord. Et donc ensuite, là, tu as des critères. Et donc, si tu remplis ces critères, alors là, tu es non seulement éligible, mais aligné à la taxonomie. Voilà, déjà, tu comprends qu'il y a un niveau de complexité déjà de comprendre ça pour le grand public. Enfin, franchement, on se lève pas le matin en disant aujourd'hui, je me ferais bien une petite lecture de la taxonomie. Non, personne n'a cette envie-là, en fait. Non. Donc, il y a un besoin de vulgariser les choses. Mais alors, ça veut dire quoi d'être aligné avec la taxonomie? Et donc, d'être aligné à la taxonomie, ça veut dire, par exemple, quand tu es un constructeur immobilier, j'ai pas en tête tous les critères, mais ça veut dire que tu t'engages à, quand tu fais des travaux de rénovation, avoir 70% de tes matériaux qui sont recyclés, avoir une partie qui repart de tes démolitions, par exemple, qui repart dans des circuits aussi de recyclage. Tu t'engages à avoir des économies d'énergie qui sont en lien notamment avec les labels bas carbone et puis les meilleurs standards de l'immobilier, parce qu'en fait, tout ça se recoupe quand même. Mais c'est des critères assez précis sur... Mais c'est quoi,
du coup, c'est pas un label, mais en tout cas, c'est une définition qui permet au label. Et donc ensuite, effectivement, les labels peuvent se baser là-dessus. Dans les investissements immobiliers, par exemple, tu as le label ISR, qui est un label qui vient cette fois-ci garantir que les produits d'épargne qui ont ce label-là répondent à un cahier des charges très précis en matière de décarbonation des gens qui sont financés à l'intérieur, les entreprises dans lesquelles on investit. Basées elles-mêmes sur la taxonomie. Donc ça, voilà, deuxième sujet, les labels. Donc les labels, il faut les connaître en finance. On a des labels assez généralistes qui permettent de faire de l'investissement responsable, qui sont les labels ISR. Un label un peu plus, qui creuse un peu plus sur les aspects décarbonation et notamment qui exclut totalement les fossiles, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres labels, qui est le label Greenfin. Donc là, on est sûr de venir financer des projets très vert et surtout de ne pas financer d'énergie fossile. Et puis après, tu as tout un tas de labels, mais déjà connaître ces deux-là, ça me semble pas mal. Tu as aussi les labels Finansol pour la finance solidaire, où là, on est plus vraiment sur des projets éminemment sociaux et d'accompagnement des enjeux sociaux. Et ça, c'est des labels d'État. Donc en fait, les cahiers des charges, ils sont vérifiés. Il y a des tiers indépendants qui vérifient. Donc c'est quand même des gages un peu de qualité. Et puis, il y a un troisième texte, je pense, qui est important à connaître au niveau de la finance, qui s'appelle la SFDR. Donc c'est la c'est une réglementation européenne de reporting. SFDR, donc c'est Sustainable Financial Reporting Directive. Et donc en fait, c'est la directive sur le reporting pour les acteurs financiers au niveau de l'Europe. Et là, elle oblige toutes les personnes qui créent des produits financiers, donc les banques, les assureurs, tous ceux qui te vendent potentiellement des produits de placement, à venir catégoriser finalement les produits qui te vendent dans 3 cases. Et là vont rentrer une espèce de verbatim que parfois les gens voient passer mais comprennent pas trop, les fameux fonds article 6, article 8 et article 9. Et en gros ça, c'est cette réglementation qui a créé ce jargon un peu barbare, mais qui dit en gros, est-ce que l'investissement que je fais dans un fonds par exemple, intègre des critères extra-financiers, environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, de pratiques éthiques dans les affaires, à côté d'autres critères de durabilité. Ça, c'est article 8. J'intègre, à côté d'autres critères de rendement, de risque, une considération extra-financière, mais sans me donner d'objectif particulier. Il y a aussi le fait de dire, moi, je poursuis un objectif d'investissement durable que je dois nommer. Donc, par exemple, moi, je poursuis un objectif de décarbonation du portefeuille à horizon 10 ans de temps par an. Ça, c'est très explicite comme objectif. Ça, ce sont les fonds article 9. Il doit avoir un objectif qui est mesurable, sur lequel, il y a quelque chose de très formalisé. C'est le plus carré, quoi. Ça, c'est le plus carré, et voilà, c'est celui qui est le plus ambitieux. Puis les articles 6, c'est tous les autres. Donc, c'est ceux qui n'ont soit pas du tout intégré les critères de durabilité, soit qui ont intégré, je dirais, juste le minimum légal, c'est-à-dire en gros exclure les armes controversées et le droit des enfants, quoi. Le droit de travail, ou le fait qu'on respecte le droit de l'Organisation internationale du travail. Un fonds qui ne ferait que juste que exclure ces pratiques-là rentrerait dans la catégorie 6, parce qu'en fait c'est clairement le minimum syndical qu'on demande quand même dans le marché. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a un côté d'appropriation de ces langages, etc., qui ne se fait pas auprès du grand public. Il y a besoin de pédagogie. Attends, admettons, donc on va... alors, en tant que particulier, et puis après en tant que, on va dire, une entreprise, mais déjà en tant que particulier, est-ce que moi je peux avoir la connaissance, si je veux changer de banque, de qui en a mis le plus dans l'article 9, article 8 ? Tu vois, comment je fais, parce que à chaque fois c'est des poches, c'est pas l'entièreté. En fait, aujourd'hui, la réglementation, notamment SFDR, oblige chaque producteur, pour chaque produit qu'il vend, à produire un document qui s'appelle un document d'information clé, qui délivre ces informations-là. Mais en fait, elles sont là, elles sont présentes, mais elles sont détaillées avec un tel verbatim qui fait que pour se l'approprier, c'est très, très compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, là, il y a un pas dans l'industrie financière à faire sur comment je donne à voir ces informations-là de manière beaucoup plus claire, peut-être plus simplifiée, sans tomber dans quelque chose de simpliste, mais pour donner une information éclairée, réelle, juste, mais qui simplifie quand même un petit peu les choses, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, en fait. On reste dans quelque chose qui ne permet pas, en fait, à cette finance-là, ou en tout cas à ce fléchage-là de se faire.
Par contre, si je veux, alors, à la fois en tant que particulier ou pro, investir un peu de mes économies dans un fonds, dans une SCPI, ce genre de choses, là, je peux aller, on va dire, filtrer, par exemple, sur un sujet article 9. Tu peux filtrer. Et en fait, je pense que toi, en tant que particulier, donc il y a un sujet de vulgarisation de la part des banques. Et par contre, en tant que particulier, nous, il y a un sujet qui est important, c'est que désormais, avec une autre réglementation qui s'appelle MiFID 2, les banques et les assureurs sont obligés de questionner leurs clients en matière de préférence, en matière de durabilité. Alors ça, souvent, c'est un questionnaire qui nous arrive, qui est un énième questionnaire à la fin d'un parcours client où on n'en peut plus. Et en fait, on répond qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas de préférence ou qu'on s'en fiche. Alors qu'en fait, ces questions-là sont hyper importantes parce que comprendre ce qui se joue en fait dans ce questionnaire-là, c'est aussi donner un signal à l'industrie financière de, en fait, ça compte pour moi de savoir où va mon argent. Et le questionnaire de durabilité, vous pouvez y répondre très simplement. En gros, on vous demande quelles sont vos préférences en tant qu'investisseur particulier sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de bonnes pratiques dans les affaires, de gouvernance. Okay, donc je coche des cases. Donc on coche et à la limite... Attends, ça sert à quoi ça ? Et ben en fait, ça sert derrière à ce que tes partenaires financiers, ta banque, ton assureur, etc., aient conscience de ce que toi, tu as envie en termes de préférence de durabilité et derrière, ça les oblige à te proposer des produits qui correspondent à ces préférences. Ah ouais. Et donc, à te montrer aussi dans leur gamme les produits qui sont compatibles avec tes préférences. Et alors, on peut soit avoir énormément creusé le sujet et avoir des préférences très affirmées et à vouloir vraiment flécher les fonds sur des sujets de décarbonation, par exemple, etc. Donc, en fait, cette question existe. Est-ce que vous voulez flécher ? Et donc là, on va faire appel à la taxonomie. Est-ce que tu sais exactement vers quoi tu veux flécher ? Et en fait, ce qui flèche le mieux, c'est la taxonomie. Est-ce que tu souhaites simplement intégrer des critères E, S ou G environnementaux, sociaux, de gouvernance à côté d'autres critères? Et là, on va plutôt faire référence à la SFDR. Donc, est-ce que ça va être plutôt vers des fonds article 8 voilà. Et la dernière question, c'est, en fait, moi, j'ai pas forcément d'idée, hein, j'ai pas de préférence, mais par contre, j'aimerais bien quand même que mon argent ne porte pas préjudice à la planète, etc. Et donc là, en fait, on va être plutôt dans une logique d'exclusion, de ne pas faire de mal à. Et là, on va être dans ce qu'on appelle les préférences, enfin, les incidences négatives, de limiter les incidences négatives, qui est aussi une autre sous-partie de la SFDR. Donc attends, moi j'ai un peu d'argent de côté, je vais voir mon gestionnaire de patrimoine ou mon banquier, enfin je sais pas comment on dit. Ouais. Et donc normalement il a un questionnaire à me donner. Il a un questionnaire et en fait l'idée c'est aussi de créer cet échange parce que ce qui se passe c'est que le monde financier est pas toujours hyper à l'aise encore. Certains conseillers de gestion de patrimoine ou certains de vos interlocuteurs bancaires sont pas encore tout à fait à l'aise, donc en fait parfois le sujet ne vient pas d'eux et donc c'est intéressant aussi d'ouvrir un peu le débat, je dirais, et puis de voir ce qu'il est possible de faire, de voir comment on peut... parce qu'en fait, je pense qu'il y a un peu... ça vient des deux côtés, en fait. Il faut que la demande se crée, il faut que la curiosité se crée, et puis aussi, il faut que le monde financier se mette au service de ses nouveaux besoins, et puis propose et soit force de proposition. Parce que c'est de la même manière, hein, l'imaginaire un peu collectif, comme quoi... la durabilité, c'est de la philanthropie, c'est faux. Évidemment, si on raisonne sur des modèles plus vertueux, etc., on va peut-être pas aller taper les grands scores de tous les investissements les plus risqués, etc., mais pour autant, il y a de la rentabilité, et puis surtout, il y a une rentabilité beaucoup plus globale, beaucoup plus robuste sur du temps long, etc., qui vient de manière un peu circulaire ou un peu systémique, beaucoup plus ruisselée, en fait, sur les portefeuilles d'investissement, dans une logique qui est très vertueuse. Donc, aborder le sujet de la durabilité par le fait qu'il n'y a pas de rendement, enfin, ça c'est aussi une des idées principales à débunker, quoi. Est-ce que, côté entreprise, je suis un grand groupe, ouais. J'ai un projet immobilier, est-ce que je peux avoir la stratégie de me dire on va faire mieux que ce qu'on avait prévu initialement, justement pour aller chercher des fonds article 9 Ouais, alors du coup, toi... J'en sais rien. Non, mais en fait, c'est super. Enfin, très bonne question. En fait, tu vas pas, en tant qu'entreprise, toi, tu as plutôt des besoins de financement, donc tu vas pas aller chercher des fonds à investir, donc tu vas pas regarder les articles 9, etc. Ah oui, article 9, mais par contre, c'est que l'investissement, d'accord. Par contre, c'est intéressant en tant qu'entreprise
d'être au courant de la taxonomie. Parce que déjà, de comprendre, est-ce que mon activité est éligible ? Et il y a beaucoup d'activités qui sont quand même éligibles. Et dans quelle mesure ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aligné ? Et en fait, d'avoir un petit peu ce déclic qui se fait dans la tête que tout ce que je vais faire va améliorer potentiellement les encours de mon prêteur, la qualité des actifs, en fait, finalement, la qualité du financement. Et donc, je vais pouvoir peut-être aller chercher des enveloppes un peu bonifiées. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant à voir, et là aussi, je pense que les entreprises, les porteurs de projets doivent monter en compréhension du champ des possibles en termes de financement, que ce soit en dette ou même en equity. Mais on a de plus en plus d'instruments de financement qui intègrent des critères de durabilité et qui viennent bonifier. On a des financements sur lesquels tu peux flécher vers un projet, et parce que c'est fléché vers ce projet éligible à la taxonomie, le taux est bonifié quoi qu'il en soit. On a aussi des parcours d'accompagnement, des financements un peu d'accompagnement, de dire, en fait, moi, j'ai intérêt à ce que ton modèle d'affaires devienne de moins en moins carboné, par exemple. Et donc, si tu te mets des jalons, etc., et que moi, j'arrive à les mesurer et que ton modèle d'affaires est plus vertueux dans 10 ans, moi, j'en aurais bénéficié aussi en tant que prêteur parce que ça réduit mes risques financiers dans mon bilan. Et donc, en fait, il y a des produits qui sont des produits, ce qu'on appelle... des Sustainability Linked Loans, donc en fait des prêts liés à la durabilité, dans lesquels il y a des critères avec des jalons tous les ans ou tous les 3 ans, où on vient regarder l'évolution en continu, l'amélioration continue. Et si on passe un certain nombre de niveaux, si on a décarboné assez, si on s'est structuré en termes de gouvernance dans l'entreprise, si on a mis en place un certain nombre de projets sociaux ou sur notre chaîne de valeur, peu importe, en gros, souvent des choses qui sont liées quand même aux réglementations, donc il faut bien les maîtriser, et notre taux va s'améliorer. Et ça, c'est souvent des crédits qui s'appellent les crédits pacte, les crédits résonance. En tout cas, ça, c'est des crédits qui viennent accompagner des démarches volontaires des entreprises, et il faut les connaître. Il y a un gros sujet de vulgarisation de l'existence même de ces enveloppes-là, parce qu'elles sont hyper intéressantes. Et en fait, c'est aussi très cadrant, c'est-à-dire que ça peut permettre de valoriser aussi tout ce qui est fait en interne dans l'entreprise et d'avoir une vraie matérialité très financière, là, pour le coup. Et j'ai en tête une entreprise qui est nantaise qui s'appelle Idea Logistique, par exemple, qui donc ils sont fournisseurs pour l'aéronautique, pour de logistique, en fait, etc. Donc voilà, ils ont des enjeux. Très belle boîte. Très belle boîte. Et en fait, ils ont des gros enjeux en termes de durabilité, et ils ont été assez volontaires. Ils ont mis en place une vision stratégique, un plan de décarbonation, etc., etc. Et ils sont allés chercher ce genre de financement. Et en fait, je le sais parce que c'est pas moi qui les ai financés à l'époque, mais j'ai vu passer dans la presse il y a pas très longtemps. Et en fait, il y avait un retour d'expérience de la direction générale et de la direction financière en disant ça permet vraiment, ça devient très tangible, en fait. On sait pourquoi on fait les efforts, et en fait, ça se voit aussi dans notre modèle financier, parce qu'on arrive à lever des financements moins chers. Et c'est pas, c'est pas un vœu pieux. Ce sont des choses qui existent. Par contre, oui, il faut aller les explorer. Et oui, c'est vrai que quand on est une entreprise et qu'on connaît pas bien, qu'on maîtrise assez mal les sujets financiers, ça fait beaucoup d'infos, et voilà. Ouais, parce que si on reprend l'exemple d'IDEA, c'est un logisticien. Alors, je les connais pas dans le détail du tout, mais j'imagine beaucoup de camions qui consomment de l'essence, ainsi de suite, qui émettent beaucoup de CO2. Donc, c'est comment tu décarbones ta flotte de camions. Et puis comment, en fait, tu as des nouvelles idées pour un peu mieux faire, pour transporter moins, différemment, etc. Donc, en fait, mettre en place un plan stratégique, optimiser les échanges, etc. Faire en sorte aussi que ta chaîne de valeur évolue avec toi. Donc, peut-être réfléchir à des nouveaux partenaires. Et en fait, tout ça, souvent, ça a un coût. Donc, en fait, il y a 2 enjeux. C'est réussir aussi avec ses banquiers et ses partenaires financiers à modéliser le coût de tout ça, et voir comment ça peut être financé de manière optimale en rentrant dans des enveloppes et dans des subventions européennes, dans des enveloppes fléchées de la banque, etc. etc. Et ça, c'est hyper intéressant, et je trouve qu'il y a de plus en plus quand même d'acteurs financiers, que ce soit des financeurs, des banques, etc., ou même en equity, des fonds de capital investissement, qui viennent accompagner beaucoup plus, et qui ne sont pas juste là en train d'apporter du capital, mais qui font vraiment, en fait, cet accompagnement du dirigeant dans le cadre de sa transformation, et qui vient vraiment bâtir un peu cet écosystème qui permet, en fait, qui pose les bases à réfléchir différemment, innover pour vraiment se transformer. Il y a la réflexion de fond, je l'entendais il n'y a pas très longtemps, et puis c'est un truc qui répète beaucoup de la part du Shift Project, là, donc, créé par Jean Covici, qui est bien connu maintenant, qui dit maintenant,
il y a un argumentaire qui est presque plus l'argumentaire CO2, mais qui est un argumentaire stock de pétrole, et dire en France on n'a pas de pétrole, en Europe on a très peu de pétrole, on n'a pas de gaz, et ainsi de suite, on importe tout. Ouais. Il y a un risque dans un monde qui se tend à ce que globalement en fait des acteurs, des gros producteurs décident de ne plus nous vendre du pétrole parce que il y en a de moins en moins, donc ils le gardent pour eux. Et en fait, tu peux avoir aussi un sujet comme ça, de se dire, est-ce que les banques ont intégré même ce truc-là Bien sûr, les sujets de dépendance énergétique et de souveraineté, c'est des sujets qui sont là aussi éminemment à risque dans les matrices de risque, d'anticipation globalement. Et donc, c'est une évidence que trouver des alternatives sur de l'énergie plus locale, renouvelable, nucléaire peut-être. C'est des sujets qui sont... c'est des sujets de souveraineté, en fait. Donc, on le voit aujourd'hui avec le contexte en Ukraine, etc. On revient sur ces sujets de la défense, l'armement, etc., qui ne sont pas toujours des choses très compatibles avec la partie durabilité, mais en même temps de dire... les choses se complètent, en fait. Il faut penser à des nouvelles solutions pour être plus indépendant d'un point de vue énergétique, notamment parce qu'en fait, ça fait partie d'un pilier fondamental de notre souveraineté. Il faut défendre nos démocraties, aussi sur un autre sujet. Et puis, donc défendre nos démocraties, défendre notre manière de penser sur tous ces sujets qui sont comment on fait de la tech, de l'intelligence artificielle, comment on finance de l'innovation, de l'intelligence artificielle, en gardant quand même un esprit critique, de l'éthique dans la manière de le faire, etc. Et sans se faire en fait absorber par un système qui est déjà très avancé sur lequel on est en retard. Mais en même temps, à un moment donné, si on commence pas à le faire aussi, on sera toujours en retard. Donc en fait, la finance, elle est partout en fait, sur tous ces sujets-là. Donc c'est sûr que cette discussion pourrait durer toute la journée. Non, mais c'est hyper intéressant. Je veux bien qu'on parle un peu de Possible, du coup, la boîte que tu as créée il y a 2 ans, même si, en fait, j'ai l'impression que tu en parles en fond, parce que ce que je comprends aujourd'hui, ton métier depuis 2 ans, c'est ce que vous faites, mais très concrètement, c'est quoi ta semaine type et c'est quoi un peu tes actions, tu discutes avec qui et c'est qui tes interlocuteurs? Alors, pour te raconter un peu une semaine type, on va accompagner principalement des... en fait, on a 2 grandes catégories de clients parmi les acteurs financiers qui sont... des investisseurs, ce qu'on appelle des asset owners, en gros des gens comme des assureurs ou des mutuelles qui gèrent de l'épargne retraite pour les particuliers et qui vont avoir eux des enjeux de soit structurer leur feuille de route de durabilité, aller chercher en fait déjà à cadrer, voir comment ils veulent le faire, à poser un peu leur thématique d'investissement, adopter un peu cette vision à la fois réglementaire, mais aussi de compréhension un peu holistique des interdépendances dans le système quand on veut venir déployer une thématique d'investissement. Par exemple, je sais pas, si on veut investir dans... l'éducation et la jeunesse, déjà c'est comment on pose le cadre de ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on peut venir investir sur ces sujets-là, etc. Ça fait quel lien avec ce qui nous incombe d'un point de vue réglementaire. Et puis ensuite, après, nous, notre partie, c'est aussi, pour une partie, de structurer des opérations, d'aller chercher aussi des deals, de monter parfois des opérations à investir, de savoir aussi être en veille sur ce qui se passe dans le marché, dans les entreprises qui se montent. Donc c'est au-delà du conseil. Il y a une partie conseil, en fait, une partie d'accompagnement, et puis il y a une partie vraiment aussi de structuration et de création d'opérations. Et puis, on a une autre typologie d'acteurs qui sont plutôt les banques. Et là où on les accompagne plutôt sur une partie produit, un peu lab innovation, quoi. Produit de demain, comment on peut imaginer des nouveaux partenariats, comment on peut aller flécher nos financements ou l'argent qu'on déploie vers des endroits où on a envie d'aller, mais en le faisant un peu différemment. Et là, moi, j'aime bien parce qu'on explore beaucoup de choses sur justement toutes ces logiques de partenariat et aussi de mise en lumière pédagogique pour à la fois les clients, qu'ils soient entreprises ou clients finaux particuliers, quoi. Donc ça, j'ai l'impression que c'est du coup très, très concret ce qu'on fait, parce qu'en fait, on crée vraiment des nouveaux produits ou des nouvelles expériences clients qui apportent, en fait, pour justement
tenir cet objectif du temps long qui est de réussir à déployer des capitaux pour un impact un peu Tu aurais systémique, des quoi. exemples à donner, sans dévoiler de secrets ou de... Là, tu vois, par exemple, on va travailler avec un assureur sur le déploiement d'une thématique autour du bien vieillir. Donc, vraiment, aller chercher sur différentes classes d'actifs, comment on peut vraiment investir toute cette thématique. On va accompagner certaines banques sur des parcours de décarbonation. Donc là, on est vraiment sur leur propre modèle d'affaires, venir se mettre des objectifs dans leur crédit, dans leur financement, dans leur offre d'épargne, de qu'est-ce qui peut être fait, quels objectifs je me mets, quelle vision je veux poser de quel acteur bancaire je suis en 2050. Donc là, on est vraiment plus sur un accompagnement un peu stratégique. Et puis sur la partie décarbonation, en fait, on travaille notamment en partenariat avec l'ADEME sur des parcours qui s'appellent ACT, Accelerate Climate Transition. Et en fait, ce sont des parcours qui sont très cadrants parce qu'ils permettent vraiment de poser les étapes et de structurer la démarche de décarbonation, parce que c'est vraiment ça le focus du ACT. Et puis nous, on l'augmente un peu sur une vision très stratégique et qui va un peu au-delà de la décarbonation quand on accompagne nos clients sur ces sujets-là, parce qu'on va notamment jusqu'à la partie un peu labino à la fin sur la création de produits et de comment justement, de manière très concrète dans l'opérationnel, on invente des gammes de produits durables, on invente des financements de pierre-papier avec juste des promoteurs qui sont dans la circularité ou la régénération, qui sont des pionniers de l'investissement. Ça veut dire quoi, ça, par exemple c'est faut que tu en expliques aux gens qui nous écoutent. En gros, quand je veux faire un investissement immobilier, je peux soit investir moi-même dans ma propre maison, soit si j'ai pas forcément la surface financière ou même l'envie de le faire, je peux investir dans de l'immobilier, mais de manière indirecte, en passant par des sociétés de gestion qui gèrent de l'immobilier pour mon compte. Et moi, je vais acheter une part de cette société de gestion qui s'appelle une SCPI et donc je vais être copropriétaire finalement d'une partie des immeubles. Et puis, il y a différentes stratégies. On peut acheter des immeubles de bureaux, on peut acheter des immeubles particuliers, ou des stratégies un peu mixtes. On a un épisode où Thibaut Dorova nous a déjà bien expliqué tout ça. Donc, les gens qui nous écoutent pourront écouter l'épisode d'avant. Parfait. D'accord, donc pierre-papier, c'est ça. Et donc, en fait... Alors, comment tu innoves là-dedans Comment tu innoves, c'est en gros comment tu peux créer en tant qu'acteur financier une offre très brandée, très, 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 très fléchée sur moi, si tu es intéressé par l'immobilier plus les sujets de durabilité, j'ai sélectionné pour toi les meilleurs, les acteurs les plus avancés dans la construction ou la rénovation bas carbone, dans l'apport, en fait, la réflexion de comment ces immeubles, c'est pas juste des immeubles, mais c'est un peu se loger demain, en fait. Ils réfléchissent déjà à la logique de ville de demain, de comment les choses, en fait, vont fonctionner sur la mobilité, l'accessibilité, etc. Et donc, en fait, qui sont sur des pratiques très, très avancées. Et puis après, on a aussi ceux qui sont sur de l'habitat partagé, sur de l'habitat intergénérationnel, sur la manière de construire des habitats beaucoup plus vertueux et moins extractifs pour l'environnement, en bois, etc. Il y a tout un panel de possibles pour demain, si une banque veut monter une offre très pure sur de l'immobilier et qui sera tout aussi rentable qu'une SCPI classique, mais en tout cas avec une volonté d'investir dans de l'immobilier avec une réflexion très global sur mais ça veut dire quoi en fait habiter en 2050 en fait. Et c'est un peu ça parce que souvent quand on fait quand même un investissement immobilier, alors c'est peut-être pas du 2050 mais on se dit je vais garder cette position peut-être 7 ans, 10 ans. Ça veut dire quoi habiter en 2030 dans un contexte de villes qui seront plus réchauffées, etc. C'est peut-être bien en fait de se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas des gens qui construisent des logements ou qui améliorent leur parc de logements dans cet objectif-là et qui réfléchissent à ces sujets-là. Et moi, je trouve que c'est fantastique à venir explorer. Tu leur dis qu'il faut des toits blancs ou pas ? Bah oui, évidemment. Non, mais là, c'est ça. Promo. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, je trouve, moi, dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est de comprendre, c'est d'avoir aussi cette vision un peu globale de
tous les points du système qui aident en fait le système à s'améliorer lui-même. Et donc en fait, tu vois, moi je suis hyper contente qu'on se soit rencontrés parce que je connais énormément d'investisseurs qui gèrent des parcs immobiliers ou des bailleurs sociaux, etc. Et où ta solution, enfin la réponse que vous apportez très concrète sur, en fait, on va peindre des toitures en blanche et ça va permettre de faire baisser et d'améliorer en fait le climat, enfin voilà, le ressenti à l'intérieur des immeubles, etc. Mais c'est une vraie solution d'adaptation. Et ça peut trouver des financements. Donc en fait, tout ça est une boucle finalement. Mais il faut que les gens se connaissent, se reconnaissent. Et en fait, ça fait partie de ton métier aussi, en fait, d'aller Exactement. sourcer en fait aussi les solutions pour dire, quand tu réfléchis à l'habitat de demain. Exactement. Évidemment, je fais la blague sur les peintures Enercool, mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est quoi les bonnes solutions? En fait, ça fait vraiment partie de notre métier, c'est-à-dire que quand on arrive, pour accompagner un client, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle sera la thématique et ce qu'on va devoir aller creuser. Par contre, une fois qu'on a déterminé un endroit où on a envie d'agir, là, on va creuser vraiment le système. Et donc, on va aller, sur l'immobilier, on va arriver à un moment donné à des gens comme vous qui viennent apporter des réponses à le maintien d'un niveau d'énergie et de décarbonation d'immeubles par exemple sur toutes les thématiques. Au final, on va aller creuser très très loin et ça c'est intéressant parce que je trouve que on a un double regard. Moi j'apprends énormément, déjà je découvre je découvre de manière encore plus profonde en fait que ce que je pouvais faire avant en tant que simple banquier ou financeur, des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles manières de gérer des entreprises, d'avoir aussi de gérer des écosystèmes, etc., de travailler en collaboration. Et franchement, c'est pas le monde des bisounours quoi, hein. Enfin, c'est la vraie vie, c'est des modèles d'affaires qui doivent marcher et qui doivent émerger et sur lesquels il doit y avoir des financements et pour lesquels il faut qu'on flèche des investissements. Donc moi je trouve que c'est hyper vertueux de comprendre, de commencer à mapper un peu en fait toutes ces choses-là. Voilà, donc ça c'est une partie qui nous occupe beaucoup, chez Possible. C'est canon. Je te prends encore 5 minutes et puis après il sera l'heure d'aller manger, mais on n'a pas parlé d'entrepreneuriat parce qu'en fait t'as un parcours de banquière pendant 10-15 ans, ce que tu disais. Ouais. Et puis depuis 2 ans, tu es entrepreneur, chef d'entreprise. Ouais, c'est vrai. C'est venu comment? Tu avais déjà ça en tête depuis longtemps? Comment ça s'est passé? Je pense que ça a toujours été un peu là. Sur les dernières années dans la banque, j'avais aussi un peu des casquettes de création de projets, un peu d'intrapreneuriat, on va dire. Enfin, voilà, de fédérer différentes équipes, de faire émerger un peu des nouveaux projets, etc. Et puis, je pense que la flamme sur la partie de durabilité, ça m'a quand même bien appelé. Cette volonté de dire, en fait, il manque un pont là entre des acteurs financiers et l'accélération de la transition. En fait, il y a besoin d'avoir des gens qui viennent faire cette traduction, quoi. Enfin, de mettre le monde financier au service des économies et des acteurs économiques. Ça veut dire aussi avoir des gens qui comprennent la finance, qui savent parler à des financiers, mais qui savent aussi parler et vulgariser les choses auprès des acteurs économiques. Et moi, je rêve que dans 10 ans, notre modèle aura évolué et on n'aura plus besoin de cette fonction-là et on sera simplement en train de structurer des opérations à financer, etc. Mais pour l'instant, je sens qu'il y a vraiment un besoin sur ce passage, en fait, sur ce pont-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis... super heureuse dans ce que je fais au quotidien, très alignée. Et quelque part, je ne sais pas te répondre à qu'est-ce que je préfère entre l'exploration de la matière qu'on travaille ou le parcours entrepreneurial, ce que j'adore. Vraiment, okay. J'adore ce que je suis en train de vivre, les étapes en fait de la création d'une entreprise, des débuts, après de nouvelles problématiques, d'intégrer plus de personnes, de grossir, etc. C'est venu comment avec ton associé vous connaissiez d'avance et c'est quoi le... Alors, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans, 3 ans et demi, au sein du Shift Project notamment. Parce qu'en fait, on était tous les deux des anciens financiers. Lui, c'est un ancien trader. Tu vois, finalement, la boucle est bouclée. Okay. Et on s'est rencontrés au Shift Project parce qu'on a tous les deux ressenti le besoin à un moment donné, en étant en finance,
de rejoindre un peu une meute un peu plus radicale, de se trouver un peu des gens en se disant ok, là en fait je suis en train de comprendre que y a des choses, enfin on envoie de l'argent pas forcément au bon endroit, ou en tout cas en comprenant pas la totalité des implications. Et moi, en tout cas, fortement, j'ai ressenti ce besoin de me dire, je vais aller rencontrer des gens qui savent ce qui se passe, en fait. Moi, j'ai besoin de savoir qu'il y a un pilote dans l'avion, parce que là, je le vis pas bien, en fait. Ouais. Le Shift Project, pour dire à tout le monde, on l'a déjà dit un peu, association de Jean Covici, exactement, qui rassemble, je sais pas, des milliers de personnes un peu partout en France qui se réunissent pour discuter de sujets divers et variés sur l'écologie. Souvent sur l'écologie, le climat, les enjeux de décarbonation. Avec un et côté c'est vrai que très pragmatique. Et pragmatique. Et la publication très fréquente de rapports. De rapports, hyper... Et en ce moment, alors je ne sais pas quand sera diffusé notre enregistrement, mais il y a un sujet de levée de fonds actuellement du Shift Project pour peser sur la campagne électorale. Pour les Montpelliérains, cette année, il y a les univers shiftés aussi à Montpellier. Et ça, c'est hyper cool. Enfin, c'est justement pour découvrir un peu ce qui se passe au Shift. Et voilà, c'est des moments qui sont assez sympas, assez joyeux. Et donc, vous rencontrez à ce moment-là ? Et on se rencontre là-bas parce que Yes avait participé à la création notamment d'un cercle thématique finance. Et donc, on se rencontre à cette occasion-là. Et puis, en fait... moi, je commence un peu aussi à lui parler de mon projet entrepreneurial. Lui me parle du sien. Et puis voilà, de manière... ça a assez vite matché. Et puis on a creusé un peu le sujet ensemble. Et assez rapidement, on s'est dit, non, mais en fait, il faut qu'on fasse ce truc tous les deux parce qu'on apporte des choses assez différentes. Et par contre, avec ce prisme quand même très financier, qui, pour les acteurs qui sont nos clients, est très rassurant. Et en fait, même me semble... Je ne serais pas capable, je pense, je me sentirais pas de faire ce métier pour de l'industrie, tu vois. Je me sentirais pas du tout à propos. Je comprends pas leurs enjeux, tu vois. Ouais, non, mais moi, carrément. Je ne pourrais pas monter ta boîte. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, tu vois, quand on nous dit, ouais, vous êtes un peu un cabinet de conseil, en fait, on est quelque chose un peu hybride. On invente un métier qui n'existe pas trop, parce qu'en fait, il y a un métier de passeur à inventer, le temps de. Et puis peut-être qu'après, notre métier sera plus un métier de structuration d'opération ou de deal, comme on peut en trouver plus classiquement dans le M&A ou le conseil en investissement. Mais là, à ce stade, oui, on est un peu un métier entre deux. Tu sais, tout à l'heure, tu me disais, ah oui, mais donc en fait, vous ne faites pas que du conseil. Ouais, en fait, on est un peu cet animal hybride parce qu'il y a un peu besoin des deux en ce moment. C'est canon. On va s'arrêter là-dessus, c'était trop cool. Effectivement, comme tu l'as dit, il y aura encore des heures à passer pour comprendre un peu ce monde de la finance, mais c'était hyper intéressant. J'ai une dernière question. On cherche toujours des invités. Alors, on a un stock d'enregistrements qui est déjà assez intéressant, mais si tu avais des gens à me conseiller, à inviter pour le podcast, à qui tu penserais dans le monde, tu vois, on va dire de l'immobilier, ce genre d'acteur, tu as des idées ? Eh bien, écoute, sur la partie immobilier, je pense qu'il y a quelqu'un qui me vient en tête qui est David Mallard. David, c'est le responsable des actifs immobiliers, des actifs réels d'une mutuelle, d'une entreprise qui gère de l'épargne retraite qui s'appelle l'UMR. Et je pense que déjà, ça fit très bien entre vous. La discussion serait sympa. Et eux, ils connaissent à la fois très, très bien le secteur immobilier et ils sont en plein dans ces enjeux en tant qu'investisseurs, parce qu'ils gèrent donc leur parc immobilier pour générer des rendements pour les retraites futures de leurs adhérents. Ils sont en plein dans comment j'intègre la durabilité et comment je fais mieux sur mon parc immobilier, comment je le décarbone, etc. Donc, je pense que ça peut être un super échange. Bon, on l'invitera, c'est parfait, ça marche. Bon, merci beaucoup Céline pour tous ces échanges. On te suit où ? Donc possible, ça s'écrit PSBL. Ouais, alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, je sais pas si j'ai trop parlé, mais bon, bref, c'était super sympa. Merci pour l'expérience. Et effectivement, possible, ça s'écrit sans les voyelles, donc psbl.fr, ça c'est notre site internet. Voilà. Et puis et toi, sur LinkedIn, Céline Jacquelin, vous pouvez nous trouver, ou aussi possible. On a un LinkedIn. Canon, merci beaucoup Céline. Merci. Ciao. Super. On a parlé 1000 ans. Je sais pas quelle heure il est. Il est 11h40, on a parlé... 1h30. 1h30. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.